qu'il ne faut pas se fier à votre opinion, même si vous pensez être un expert. En gros, c'est ça le résumé. Bienvenue sur Cold Invest pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière, un petit peu spéciale par rapport aux premières vidéos que j'ai fait depuis l'ouverture de la chaîne il y a à peu près 2 mois. Pour beaucoup de raisons. Déjà, je démarre, je débute, donc je teste plusieurs choses. Les premières vidéos que j'avais faites, je les avais testées un peu dans une thématique, une vidéo, une action avec une analyse. Et après réflexion, là, avec le petit break de l'été, d'une part, j'ai lu un livre qui a complètement changé ma vision des choses. Alors c'est rare qu'un livre ait autant d'impact sur moi, mais bon, c'est pas étonnant, c'est un best-seller, c'est ce livre-là, Thinking Fast and Slow, en français, dans l'édition française, c'est Système 1, Système 2, et c'est un peu un livre fondateur de l'économie comportementale et de beaucoup de choses. C'est Daniel Kahneman qui a publié ça, qui est prix Nobel d'économie, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, vous connaissez déjà certainement beaucoup de choses qui sont dans ce livre. C'est un livre qui déconstruit complètement ce qu'on pense des experts dans tous les domaines. C'est pas spécialement un livre d'économie, c'est vraiment un livre qui peut s'appliquer à tout dans la vie en réalité. Et il y a des chapitres notamment qui parlent spécifiquement des actions, des investissements, mais presque tous les thèmes qui sont abordés ici peuvent nous être très utiles. Et moi j'avoue que une fois que j'ai lu ce bouquin, j'ai complètement repensé les choses. Et globalement, je me suis dit que j'allais partager certains des enseignements que j'ai vus dans ce livre, dans cette vidéo avec vous. Et en fait, j'ai adapté ma stratégie globale d'investissement en m'inspirant de grands thèmes qui sont là. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que je suis tombé sur une étude très intéressante, une étude qui a été publiée il y a quelques années, qui démontre, avec beaucoup de données historiques, qu'on a un indicateur technique qui peut être très efficace, qui est ce qu'on appelle le Moving Average Distance, donc la distance des moyennes mobiles, où en fait on va faire un ratio entre la moyenne mobile court terme, 20 jours, et la moyenne mobile long terme, 200 jours, qui représente à peu près 1 an. Et plus ce ratio va être proche de 2, en gros, plus la probabilité que l'action surperforme va être haute. Ce qui est très intéressant, c'est que cette étude montre que cet indicateur est très robuste dans une période qui va de 3 mois à 9 mois, et que vraiment il est très stable et il est très fort, quelles que soient les conditions de marché macroscopiques, dans les données historiques qui sont étudiées. Je crois qu'il y a plus de 20 ans de données étudiées, y compris dans les périodes de crise. Ça fonctionne visiblement très bien. Donc ça m'a pas mal fait réfléchir. Je me suis demandé si on pouvait pas essayer quelque chose, établir une petite politique de trading, on va dire moyen terme, c'est un trading qui serait sur une échelle de quelques mois, basé là-dessus et en combinant d'autres choses, et puis en appliquant les grands principes qui sont dans ce livre, qui sont tout simplement qu'il ne faut pas se fier à votre opinion, même si vous pensez être un expert. En gros, c'est ça le résumé. Donc dans cette vidéo, ça va être un petit peu large, ça va être la vidéo que je vais appeler le journal de la bourse d'août 2024. Voilà, on verra si je fais ça une fois par mois, peut-être ce sera peut-être plus sympa que faire plein de petites vidéos. Et je vais un peu passer en revue déjà ce qui s'est passé en août, parce qu'il s'est passé des choses pendant qu'on était en train de faire bronzette. Et je vais en profiter pour vous donner 2-3 petits teasers sur ce que je fais. Je pense que ça va être intéressant parce qu'en réalité, je viens de démarrer cette approche en juillet. Comme il faut quelques mois pour voir si ça marche ou pas, on va pouvoir voir ensemble sur cette chaîne, au fil des vidéos que je publierai, si ça fonctionne ou pas. Bien sûr, je vais pas jouer au casino, j'y vais très prudemment avec cette petite technique, mais je pense que ça vaut vraiment le coup d'essayer, puis vous allez voir, j'ai quand même de la matière pour appuyer tout ce raisonnement. Donc je commence tout simplement par vous dire pourquoi ce livre, Thinking Fast and Slow, est si important et pourquoi tout le monde devrait lire ce livre, et y compris vous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé au placement boursier, et donc ce livre c'est un must-read, quand bien même il n'est pas du tout spécialisé sur l'économie et la finance. Alors je me suis préparé un petit résumé
Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, hein. En gros, le thème principal, c'est que notre cerveau humain, il fonctionne avec deux mécaniques un petit peu différentes l'une et l'autre. Alors, pour simplifier, il parle du système 1 et du système 2. Il explique que, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'y a pas véritablement une case système 1, une case système 2 dans notre cerveau, mais ce sont deux modes d'action du cerveau humain qu'on peut vraiment distinguer. Le système 1, ça va être le système intuitif. Alors d'ailleurs, il va expliquer dans le livre que ce qui est une intuition, en réalité, c'est une connaissance qu'on a, une connaissance qu'on ne peut pas expliciter. Voilà. Donc ça, il l'explique très bien. À chaque fois, tout ce qu'il dit est appuyé par des études, des expériences. Il y a même très souvent dans le livre, il y a un côté ludique parce qu'il vous donne un petit peu les expériences ou les tests qui ont été soumis au sujet et vous pouvez les faire vous-même et réaliser à quel point vous aussi, vous pouvez constater parfois les illusions, que ce soit des illusions d'optique, des illusions mentales, qui peuvent être parfois très impressionnantes. Et donc c'est un peu comme ça qu'il explique tout ça. Donc le système 1, c'est voilà, c'est l'intuition. Vous rentrez dans une pièce, les personnes qui étaient dans cette pièce se taisent et vous savez qu'on parlait de vous. Bon, c'est très difficile à expliquer, vous n'avez pas forcément d'arguments précis, mais vous sentez dans l'atmosphère de la pièce qu'il y a, voilà, il y a une sorte de petite gêne, une sorte de petite tension. Ça, c'est votre système 1 qui vous parle. Vous êtes en train de conduire pour rentrer chez vous au volant de votre voiture et vous pensez à ce que vous allez dîner. Bah, pourtant, la voiture continue de se conduire et vous n'avez pas d'accident. Bah, c'est votre système 1 qui est en train de prendre la main, on va dire. A l'inverse, le système 2, si je vous demande là tout de suite de jouer le jeu et de réaliser mentalement l'opération 42 x 18. Bon, là, si vous le faites, vous allez arrêter ce que vous étiez en train de faire, vous allez probablement cliquer sur pause sur cette vidéo parce que vous n'allez pas pouvoir continuer de m'écouter en calculant dans votre tête cette multiplication. Et il nous dit même donc que dans le livre, à ce moment précis, si vous faites l'opération mentale, votre pupille va se dilater, vos battements cardiaques vont légèrement s'accélérer parce que vous êtes en train de mobiliser tout l'aspect rationnel de votre cerveau, de le concentrer à 100% sur cette tâche complexe qui demande de l'énergie, à savoir du calcul mental. Ça, c'est le système 2. Donc il explique tout ça dans l'introduction, très très bien, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails. Et ensuite, tout au long du livre, il va nous dérouler tout plein d'exemples, tout plein de domaines d'application, où le système 1 nous induit en erreur. Alors le système 1, il est intuitif et il va toujours chercher un raccourci par rapport à ce qu'on connaît pour nous apporter des réponses dans nos domaines. Et donc là où ça nous intéresse, c'est évidemment sur les actions, l'investissement financier. Notre système 1, c'est celui qui nous dit, par exemple, si vous regardez sur ma chaîne, j'ai publié une vidéo sur Ubisoft récemment où j'étais super enthousiaste. Eh ben mon système 1 me disait, ah ouais, Ubisoft, j'y crois, ça va marcher, ils vont sortir des jeux super bien. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, pourquoi? Je sais pas, pour plein de raisons. Peut-être que j'ai envie qu'une société française qui fait des jeux vidéo réussisse, peut-être que j'apprécie ce que fait Ubisoft en termes de jeux vidéo, et ça, c'est un biais de confirmation, par exemple. Bah, le fameux thème biais de confirmation, il vient de ce livre, et on a envie de se conforter dans des opinions qu'on va avoir. Ça, c'est le système 1. Pour le dire autrement, il n'y a aucun élément factuel et objectif qui m'amène à cette conclusion-là. Je crois qu'il y en a, mais en réalité, ils ne le sont pas, ou alors, ils ont une importance moindre par rapport à celle que je leur accorde. Exemple typique, je vais m'appuyer sur des données fondamentales, ou même des données techniques sur un cours de bourse, pour me convaincre que c'est un bon investissement. Eh bien, il y a plein d'exemples dans ce livre qui vous montrent que très souvent, on va surestimer l'importance des données qu'on va regarder pour en sous-estimer beaucoup d'autres. Et dans la plupart des cas, on va sous-estimer le facteur chance, ou le facteur conjoncture, on pourrait dire. Ça, il l'explique énormément avec beaucoup d'exemples. Il prend par exemple le cas des sportifs de haut niveau et des compétitions sportives. On sort des JO là il n'y a pas longtemps, où des commentateurs sportifs vont nous expliquer par A plus B pourquoi un tel est meilleur que tel autre. Et à aucun moment on va prendre en compte le phénomène chance, qui pourtant existe, même si on regarde Teddy Riner ou Léon Marchand, même avec leur niveau d'expertise et de talent, leur niveau de travail, leurs compétences, peut-être leurs dons, il y a également, pour ces gens-là, un facteur chance.
Peut-être que tel ou tel jour, ils sont meilleurs, plus en forme que d'autres. Peut-être que dans leur esprit, ils ont l'esprit clair ou pas. Peut-être que les adversaires contre qui ils vont se battre ce jour-là sont eux moins en forme qu'un autre jour. Il y a tous ces événements-là qui évidemment peuvent interférer et ont de l'importance. Pourtant, on les occulte toujours. On a toujours envie de dire qu'un sportif de haut niveau est excellent parce que c'est un génie. Mais on ne va jamais prendre en compte qu'il y a eu aussi une part de chance. Il prend un autre exemple, et là on va commencer à se rapprocher de la finance. Il prend l'exemple d'une société qui cartonne, qui marche super bien, et on va regarder son dirigeant, son directeur, son président, directeur général, son CEO. Et il y a là, cette fois-ci, l'illusion qu'on appelle le phénomène halo, comme un halo de lumière, qui va nous faire penser que ce dirigeant, il est génial, hein. Il prend les bonnes décisions, il est super intelligent, il est visionnaire, parce que sa société marche très bien. Et il nous dit, à l'inverse, imaginez exactement la même société, le même dirigeant, mais ça fait 2 ans que la société fait des très mauvais résultats. Et bien à l'inverse, on va dire, ah ouais, c'est un mauvais dirigeant, il a pris des mauvaises décisions, il n'est pas bon dans ce rôle-là, c'est un mauvais manager, etc., etc. Et bien ça, c'est le phénomène halo. Il montre, grâce à une étude, pour appuyer tout ça, que l'impact réel d'un dirigeant sur une entreprise est estimé à 30% dans le meilleur des cas. Ça veut dire que 70% des facteurs qui jouent sur la réussite ou l'échec d'une entreprise ne dépendent pas de leurs dirigeants. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, on voit bien, à travers ces petits exemples là que je viens de vous distiller, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, qu'il y a toujours un phénomène d'illusion qui peut s'appuyer, qui peut venir interférer. Et donc, en partant de ce concept-là, je me suis dit, je vais complètement revoir ma copie. Donc, je suis en train presque de dire que vous pouvez presque jeter à la poubelle la petite dizaine de vidéos que j'ai fait quand j'ai lancé la chaîne, puisque là, on va pas dire que je les renie, mais vraiment, je prends énormément de recul avec l'approche que j'avais jusqu'à présent, qui était une approche très classique et qui est quasiment l'approche de tout le monde, hein. Si vous regardez, même vous écoutez des émissions sur les médias traditionnels de finance, vous lisez des articles, vous allez toujours voir un expert. Là, il y a ensuite un chapitre que je vais vous citer du livre qui est spécialement pour les experts. Et ils vont vous dire, j'ai analysé l'entreprise, voilà pourquoi je pense que c'est un bon placement, son cours technique fait ceci, fait cela. Vous allez trouver d'ailleurs sur YouTube des chaînes entièrement consacrées à l'analyse technique. On va vous expliquer que grâce à l'analyse technique, on peut tout prédire. Alors bien sûr, il y a des indicateurs qui peuvent être très forts, on va y revenir après, mais prudence, prudence, prudence. Il y a aussi énormément de choses qui ne sont pas quantifiées, pas quantifiables. Le monde est extrêmement complexe et très peu prévisible. C'est ça la conclusion de ce bouquin. Et donc, la leçon numéro 1, c'est prudence totale sur vos convictions. Donc maintenant, on va regarder ce petit chapitre que je trouve absolument génial, notamment pour ceux qui nous intéressent, et il est titré, alors attention, The Illusion of Stock Picking Skill. L'illusion de la compétence du choix de vos actions. Et alors, il nous raconte que c'était en 84 et qu'il était allé visiter une société à New York spécialisée dans les placements boursiers. Et donc, il explique notamment ce fameux thème de l'illusion de la compétence. Il est invité chez ses gestionnaires de fonds et il explique qu'il pense posséder une compétence particulière pour sélectionner des actions. Il dit « Les investisseurs croient pouvoir identifier des actions qui surperformeront le marché grâce à leur expertise ou à leurs analyses. Cependant, les recherches montrent que dans la plupart des cas, les performances des gestionnaires de fonds ne sont pas meilleures que celles du marché global. » Ça, vous le savez très probablement, c'est le fameux thème « Les ETF battent toujours les fonds actifs » ou dans 80-90% des cas. Donc ça, on était au courant. Mais là où c'est très très fort et où on le dit un peu moins, c'est qu'il insiste sur le rôle du hasard. Il met en avant que la sélection d'actions, donc le stock picking, peut souvent ressembler en réalité à un jeu de hasard, à une forme de loterie. Les bons résultats sont plus dus à la chance en réalité qu'à une véritable compétence. Donc ça fait
très très mal si vous dites ça à des conseillers professionnels, mais il explique ça avec énormément de données, et il dit que même les gestionnaires de fonds les plus performants peuvent tout simplement avoir été chanceux. Notamment, il s'appuie sur des études et des exemples, et il en cite plusieurs pour illustrer cette fameuse illusion de compétence. C'est un peu comme ça qu'il résume la chose. Daniel Kahneman mentionne que la performance des fonds d'investissement ne persiste pas nécessairement d'une année sur l'autre. Les gestionnaires de fonds qui ont eu de bons résultats une année donnée peuvent très bien sous-performer l'année suivante. Cela montre cette instabilité, cette volatilité dans leur performance, que leurs performances passées ne sont pas du tout capables de prédire les performances futures. Et donc, qu'est-ce que vous diriez si Kylian Mbappé, une année, il était hyper fort quand il joue avec son club, et l'année suivante, c'était un des moins bons joueurs? Ça serait quand même très bizarre, et on conclurait pas que c'est le meilleur joueur de foot de tous les temps. Et pourtant, c'est ce qui se passe avec les fonds actifs, avec énormément de fonds actifs et énormément de conseillers. Et là, on va arriver au point clé, le thème de la confiance excessive, qui est d'ailleurs corroboré dans le livre à d'autres moments, notamment dans le cadre des médecins qui formulent des diagnostics. C'est exactement le même thème. C'est un des points centraux du chapitre, et qui est donc repris plus tard, qui est l'idée que les gestionnaires de fonds, ainsi que les investisseurs individuels, vous et moi, nous souffrons souvent d'une confiance excessive. C'est un peu ce que je disais au début. On surestime notre capacité à prévoir les mouvements du marché et à choisir les bonnes actions, malgré les preuves statistiques qui montrent que la majorité des gestionnaires ne parviennent pas à battre le marché de manière constante. Ça, c'est important, de manière constante. On a une confiance excessive. À un autre moment dans le livre, il va montrer que plus on est expert dans un domaine, plus on est validé par nos pairs sur ce domaine d'expertise, plus on est confiant en notre connaissance, plus le risque qu'on se trompe augmente. C'est quand même très contre-intuitif. Et pareil, c'est corroboré avec des études et il démontre ça extrêmement bien. Donc c'est un énorme signal d'alarme, ce livre. Faites très attention à vos convictions. La conclusion à laquelle on arrive quand on lit ce livre, et il y a encore d'autres exemples, je ne vais pas rentrer dedans, c'est qu'il faut minimiser nos convictions personnelles et maximiser nos choix basés sur des données. Voilà, et là du coup, on arrive à la question, comment implémenter ça sur des placements d'actions? Alors la réponse simple, moi j'ai deux réponses. La réponse simple, ETF. Je ne vais pas du tout vous surprendre, je suis loin d'être le premier à dire ça, mais la toute première conclusion qu'on peut tirer, qui est une application directe de ce qu'on vient de résumer de ce chapitre, c'est que le marché est extrêmement difficile à battre, donc ne vous compliquez pas la vie, vous avez une poche à allouer à vos actions, mettez 70, 80, 90% de cette poche sur 2 ou 3 ETF maximum. Voilà. Si vous voulez vraiment pas vous compliquer la vie, vous mettez tout sur le S&P 500. Si vous voulez diversifier un peu, vous ajoutez peut-être l'Eurostoxx ou un ou deux autres ETF, à vous de voir, mais en tout cas, c'est la manière la plus simple. Et la seconde manière de faire, c'est de créer un modèle en trouvant des indicateurs sur les actions que vous allez corréler à la performance de ces actions. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai pas mal bossé là-dessus pendant l'été et je suis arrivé à un modèle qui, sur le papier, a l'air intéressant et je vais commencer à expérimenter tout ça. Alors bien sûr, je vais pas vous donner tout dans cette vidéo, je vais pas tout vous montrer parce que de toute façon, je veux déjà éprouver ce modèle dans la vraie vie, mais je vais vous montrer en fin de vidéo un petit peu petit aperçu de ce que je peux faire avec tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour démarrer ce premier vlog, on va dire, d'août 2024 sur la finance. C'est un conseil de lecture en fait. Voilà, Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman pour l'édition anglaise, Système 1, Système 2 pour l'édition française. C'est un livre absolument génial qui va vous renforcer dans votre approche de l'investissement financier, mais pas que, qui va aussi vous élargir l'esprit. Vous allez beaucoup mieux comprendre ce qui se passe du point de vue politique, du point de vue marketing, et de plein de choses. Très intéressant.
Alors ensuite, pour ce petit journal, j'avais envie de regarder les 2-3 commentaires que j'ai reçus, et c'est pour ça que j'étais sur cette page. Donc on va commencer par la fin, dans Maxouille, donc mon frère, qui m'avait suggéré Eramet. Alors c'était dans le portefeuille des actions minières, ça, si vous vous souvenez. Alors il y a des vidéos sur la chaîne, vous irez voir. Pour le coup, cette vidéo-là, je ne la jette pas avec l'eau du bain. J'ai dit tout à l'heure que j'étais pas très content avec le recul de mes approches. L'approche portefeuille minière, je la confirme celle-là, et je la trouve, d'ailleurs, grâce aux minières d'or, elle a plutôt bien marché. Et donc Maxime, il conseillait de faire rentrer Eramet. Je l'ai fait, et puis elle a l'air de bien marcher. Effectivement, ça permet d'amener un acteur français dans le portefeuille. Donc ça, c'était intéressant. Ensuite, voilà, Albert Mail. Alors là, c'était Bobby McGee qui confirmait, lui, qu'il était également... il croyait aussi au lithium sur le long terme, notamment pour Albert Mail. Je suis tombé hier sur un article sur Arcadium. Alors Seeking Alpha, un excellent site, un site d'experts, alors il faut faire attention. En temps, je me méfie énormément, mais il y a quand même des éléments intéressants. Donc c'est un article très récent, il date d'hier, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et il est vraiment intéressant. Donc là, comme on parle un peu du lithium et des minières, c'était intéressant de le passer en revue avec vous. Arcadium Lithium est sous-évalué à cause d'une surproduction de lithium qui est temporaire. Et il y a aussi un ralentissement de la demande des véhicules électriques. Alors vous savez peut-être que là, depuis quelques mois, peut-être le début de l'année, le secteur automobile est en crise. Il y a beaucoup de problèmes, il y a tous les véhicules chinois qui arrivent en Europe, ça crée une concurrence nouvelle, on va dire. Il y a un ralentissement des ventes de voitures, donc les voitures électriques également, donc il y a moins de demande de lithium, etc. Et donc les minières en lithium, en ce moment, elles sont vraiment pas très en forme. Mais comme je le disais dans la vidéo des minières, on n'achète pas ces actions du tout pour du court terme, on se projette à plusieurs années pour le moment où la demande en lithium va exploser. J'en ai parlé en détail dans les vidéos dédiées. C'est un petit peu ce qui va résumer ici. Voilà, donc malgré tous les éléments négatifs court terme qui pénalisent Arcadium, il nous dit que c'est une société qui a une profitabilité et une croissance qui va être très bonne. Elle va très certainement rebondir, notamment avec le prix du lithium qui va rebondir, et la demande qui va s'augmenter. Donc on devrait dans les années qui viennent voir la valeur de l'action Arcadium bien monter. Donc, ils expliquent l'histoire d'Arcadium, qui est une entreprise assez récente, puisque c'est une fusion de deux autres sociétés. Voilà, c'était le mineur Allkem, qui était australien, et l'américain Livent, voilà, qui ont fusionné, ça a donné Arcadium. Et en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de l'article, mais déjà, il nous dit « The bottom is near », donc il pense qu'on arrive vraiment au point le plus bas de l'action, qu'elle ne peut pas vraiment descendre plus bas. Surtout, donc il dit la demande en lithium, donc là vous avez un graphique des demandes en lithium par année, et après il nous explique que malgré ce contexte très mauvais, Arcadium Lithium a des très bons chiffres financiers, et on peut tout à fait se dire, bah, si dans un contexte mauvais la société est solide, qu'est-ce que ça va être quand la demande en lithium va exploser? Donc voilà, donc ça c'était plutôt pour rebondir un petit peu sur la stratégie d'avoir un petit portefeuille de minières, et par rapport au lithium. Donc Albert Mail, c'est l'autre société que j'ai dans le portefeuille, mais Arcadium, elle peut être intéressante également. Par contre, effectivement, il ne faut pas s'attendre à faire de la perf d'ici 6 mois, c'est plutôt d'ici 3, 4, 5 ans que ce sera intéressant, et là c'est un très bon moment de prendre ces actions, puisqu'elles sont quand même à un prix très bas. Bien sûr, avec ce que j'ai dit dans l'intro, ne prenez ce que je dis qu'avec de très grandes précautions, puisque c'est un avis, donc c'est potentiellement un avis complètement faux. Donc c'est évidemment toujours assez amusant de dire des choses et de dire juste après, mais ne me croyez pas. Alors après, il y avait une question intéressante de Artemus Gordon, quid des minières argent? Alors pour le coup, j'ai pas spécialement envie de complexifier les choses, donc mon portefeuille minière, il est composé à 60% de valeur d'or, avec Newmont et Barrick Gold,
Et ensuite, j'ai 20% de lithium, parce que justement, je considère que c'est plus à long terme, j'ai pas envie de trop pénaliser pour l'instant. Et le reste, c'est sur le cuivre, et avec Eramet. J'ai pas envie de commencer à faire rentrer trop de choses, sinon ça va trop complexifier. Donc l'argent ne m'intéresse pas spécialement, mais après c'est vraiment, ça dépend de votre stratégie, de ce que vous voulez faire. Et puis enfin, pour finir, alors c'est marrant, c'est toutes les questions tournent autour des minières, ça a l'air de, parmi les petits contenus que j'ai fait et les modestes vues que j'ai récoltées, c'est le sujet qui a le plus plu depuis l'ouverture de la chaîne. Et la dernière question, c'était est-ce qu'on pourrait faire une vidéo sur B2Gold? Alors du coup, comme je l'explique en intro, je ne vais pas refaire des vidéos dédiées, sauf vraiment des cas particuliers. Par contre, on peut très vite regarder le profil de cette société-là. J'ai regardé rapidement avant. Et là, sans aller dans le détail, juste en regardant l'analyse technique un peu macro, moi je n'irai pas. Pour des raisons très simples, je prends des indicateurs hyper simples qui sont quand même très robustes. J'ai les moyennes mobiles. Ici, moyenne mobile violette, c'est la long terme, 200 jours. La orange, c'est la court terme, 20 jours. On voit qu'on a été quand même très souvent en tendance baissière, c'est-à-dire que la court terme était sous la long terme. Donc déjà, ça, c'est pas génial. J'aime pas trop cette tendance-là. Si on dézoome un peu, on voit que vraiment l'action a vraiment bien dégringolé. Mais surtout, moi, ce qui me freine le plus, c'est que je vous ai mis en rouge ici le cours de l'or, et on voit que c'est décorrélé. Et donc ça, pour moi, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, ça m'intéresse pas de prendre une société minière d'or si ses performances ne suivent pas un minimum la croissance du cours de l'or. C'est le cas pour Barrick Gold et pour Newmont. Depuis que je les ai fait rentrer dans le portefeuille, donc depuis juillet, elles ont pris 15% toutes les deux en moyenne. Là, on voit que le cours de l'or, il explose, on est dans des plus hauts historiques, et les actionnaires n'anticipent pas du tout un gain pour cette société, puisque sinon on verrait le cours de l'action monter. Au contraire, c'est très moribond. Donc là, moi, vraiment, sur cette vision-là, je m'arrêterai là, j'irai même pas plus loin dans les détails, vu ce que j'ai dit en intro également. Mais voilà, il n'y a pas d'indicateur particulier qui me donne envie d'aller regarder de plus près. Et comme je veux aussi pas complexifier et rester sur un nombre limité d'actions, c'est pas du tout une raison pour moi de faire rentrer B2Gold. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez d'autres avis, bien sûr c'est possible, et vous pouvez le laisser en commentaire. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour les commentaires. Maintenant je voudrais faire une petite parenthèse avant de finir sur ma stratégie un peu dont j'ai parlé tout à l'heure et qui découle un peu de ce bouquin. On peut parler un peu du crack, là, du mini crack flash éclair qu'on a connu début août. Il y a eu une grosse panique. Et j'ai juste envie de citer Jeff Bezos. Je suis pas spécialement fan de lui à la base, mais il a quand même une phrase intéressante quand il parlait de l'action Amazon au moment de la bulle Internet qui se pétait la gueule. Il avait dit les marchés financiers à court terme, ce sont une machine à vote, popularité, et à long terme, c'est une balance. Sous-entendu, on pèse le vrai poids des choses à long terme. Donc une manière de dire, il ne faut pas accorder d'importance à ce qui se passe à court terme. C'est un petit peu le thème de ma chaîne, c'est pour ça que je l'ai appelé Cold Invest. Et alors que tout le monde commençait à paniquer début août, qu'on commençait à dire il faut, et qu'on paniquait aussi en juin à la dissolution, et on disait qu'il fallait vendre les actions françaises, les actions européennes, etc. Moi, je crois que j'avais dit dans un commentaire quelque part, ne faites rien, partez en vacances et on verra plus tard. Eh ben, je suis plutôt content d'avoir dit ça et d'avoir fait ça. On a eu pas mal de petites gifles dans la tête, mais là, je parle surtout de cette chute qu'on a eue ici. Et on voit qu'on l'a complètement rattrapé. Voilà, là, on était 31 juillet, 1er août. Donc ça c'est pour moi un exemple parfait du sang-froid. Voilà. Les marchés surréagissent. Il explique aussi là-dedans la surréaction ou la sous-réaction en fonction de ce qui se passe. Par rapport à une perte, on va surréagir. Par rapport à un gain, on va sous-réagir. C'est-à-dire, ça aussi, il explique, on va être beaucoup plus triste de perdre 5% d'un portefeuille qu'heureux de gagner 5%. Alors que c'est exactement la même chose dans un sens ou dans l'autre. Vous allez être beaucoup plus triste de perdre un billet de 100 euros que vous n'allez être heureux de trouver un billet de 100 euros. C'est quand même marrant. Donc quand vous voyez un truc comme ça qui explose à la baisse hyper vite, on recule, on touche à rien, on attend. Il n'y a pas de raison. Voilà.
Et donc bah voilà, c'était vraiment un très bon exemple. Là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a dépassé le moment où on a commencé à baisser en août. Voilà, et donc pour finir, ce fameux petit modèle. Alors sur quoi il se base, ce fameux modèle? Il se base sur l'étude MAD. Alors l'étude MAD, je vais vous la donner en référence si vous voulez la lire. Voilà, c'était cette étude-là. Moving Average Distance as a Predictor of Equity Returns. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. C'est très c'est passionnant en fait. C'est pas très long, mais c'est une étude très robuste. Et ce que j'adore là-dedans, c'est qu'elle est très simple. Comment ça marche? Bah, vous voyez, moi j'ai configuré mon TradingView pour avoir les deux moyennes mobiles en question. Vous voulez calculer l'indicateur MAD pour une journée donnée, pour un titre donné. Eh bien, vous prenez la valeur de la moyenne mobile court terme, 20 jours. Ici, c'est 7908, par exemple, pour le CAC 40. Alors, ça ne s'applique pas vraiment à un indice, on va prendre Nvidia. Voilà. Et vous voyez que j'ai configuré aussi j'ai un peu hacké mon TradingView pour qu'il me colore en vert les périodes, les zones où je suis dans une valeur de cet indicateur qui m'intéresse. Donc comment on calcule? C'est hyper simple, on divise la valeur de la moyenne mobile court terme, ici 85, par la valeur le même jour de sa moyenne mobile long terme, 52. Très facile à expliquer. Si vous avez une valeur de 1, c'est que les deux moyennes mobiles se touchent. Si vous avez une moyenne, un ratio inférieur à 1, c'est qu'on est dans une tendance baissière, c'est-à-dire que la moyenne mobile court terme est sous la moyenne mobile long terme, et à l'inverse, si vous avez une valeur supérieure à 1, c'est que la courbe orange est au-dessus de la courbe violette. Plus cet écart va être grand, plus l'étude nous dit, plus il y a une anticipation de hausse de l'action qui est sous-estimée. Donc ils expliquent ça dans l'étude. C'est totalement lié aux grands thèmes qui sont abordés ici, d'ailleurs. Vous pourrez aller lire l'étude si vous voulez les détails, mais ils expliquent que quand il y a des résultats et des indicateurs fondamentaux ou des news qui sont publiés sur une société, qui invitent à anticiper une hausse de la valeur de l'action, si cette hausse est très forte, les actionnaires vont sous-estimer la hausse de l'action. Ils vont être très prudents. Et plus la hausse est importante, plus le phénomène de sous-estimation va être important. Et donc c'est pour ça qu'ils disent que plus ce ratio est fort, c'est-à-dire que l'écart s'agrandit beaucoup entre la moyenne court terme et long terme, plus la probabilité que l'action va continuer de monter augmente. Voilà. C'est corroboré par l'étude, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, mais du coup à mettre en pratique c'est vachement intéressant, parce que finalement vous prenez une action, vous regardez si elle a ce ratio élevé ou non, alors après je vous laisserai regarder de votre côté. Je ne vais pas dévoiler toutes mes petites recettes magiques non plus dans cette vidéo, mais vous avez certaines valeurs, vous pouvez vous dire j'ai un indicateur objectif, donc là pareil, on revient au début de la vidéo, c'est pas une opinion, c'est pas une conviction, c'est un indicateur objectif qui dans de très nombreux cas est corrélé à une performance, une surperformance de l'indice d'ailleurs, S&P 500, à horizon 3, 6 mois, 9 mois. Voilà. Donc ça c'est un indicateur. Moi j'ai voulu en utiliser d'autres. Alors je vais vous montrer rapidement mon modèle que j'ai fait dans Google Spreadsheet. Je vais noter les fameuses valeurs de cet indicateur pour les actions qui m'intéressent. Alors j'ai fait exprès de prendre plein d'actions un peu diversifiées pour avoir un jeu d'entraînement aussi représentatif que possible. Et le deuxième indicateur que je vais prendre, qui est lui aussi démontré par des études, c'est les performances des 6 derniers mois et des 3 derniers mois de l'action. Et on constate que quand on a une très bonne performance dans les 6 derniers mois, les 3 derniers mois d'une action, eh bien, il y a une forte tendance à ce que la performance future, elle soit elle aussi très bonne. Et inversement, si la performance est mauvaise dans le passé, il y a de grandes chances qu'elle reste mauvaise dans le futur. Ça aussi, c'est mentionné dans ce bouquin. Il dit qu'une des erreurs de tous les débutants, voire même des pros, c'est qu'on a tendance à s'accrocher à nos valeurs déficitaires dans l'espoir qu'elles remontent et à plutôt vendre nos valeurs bénéficiaires. Il faudrait en réalité faire l'inverse. Donc mes deux indicateurs techniques, ça va être ça. Ils vont être ici. Voilà, on va voir là. Là, j'ai des valeurs normalisées, c'est-à-dire que je prends tout l'ensemble des données et la valeur la plus petite vaut 0, la valeur la plus grande de l'ensemble vaut 1. Ça va permettre de faire une moyenne qui, à la fin, va être notre score. Et donc là, par exemple, j'ai la valeur normalisée de mon indicateur MAD. Donc plus on s'approche de 1, plus c'est la valeur haute de l'ensemble.
Et ici, c'est une valeur normalisée de la moyenne de la perf passée de l'indicateur. Ici, en vert, vous avez un calcul de corrélation, donc c'est ça qui est crucial en fait. Plus cette valeur est proche de 1, plus ces indicateurs sont corrélés à la performance future de l'action. Parce que bien évidemment, j'ai pris des données du passé, donc je suis capable de dire, par exemple, pour le 26 octobre 2021, l'action Apple, quelle a été sa performance future. Donc là, on voit qu'elle a fait plus 21 à 3 mois, plus 22 à 5 mois, plus 14 à 9 mois. Et ça me permet de mesurer ma corrélation entre mon indicateur et la performance. Et c'est comme ça que je peux établir de manière totalement factuelle qu'un indicateur est pertinent ou non. Donc vous voyez que ces deux indicateurs-là sont extrêmement puissants sur le jeu que j'ai. Alors il faut prendre avec des pincettes aussi. Bien sûr, j'ai un jeu de données qui n'est pas représentatif à très long terme. C'est un jeu de données qui n'a pas tant de lignes que ça, et sur des années 2020, 2021, 2022, 2023. Donc on pourrait tout à fait dire que mon jeu de données est biaisé par rapport à cette période post-Covid. C'est certainement en partie vrai. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'y vais en prudence. Mais néanmoins, c'est quand même très intéressant. Un coefficient de 0,8 pour l'indicateur MAD sur une prévision à 3 mois. Donc c'est très très fort. Ça veut dire que dans 80% des cas, en gros, quand l'indicateur MAD est haut, la performance est haute. Même chose pour la perf passée. Ça c'est pareil, je ne réinvente pas la roue, juste je constate ce qui est démontré dans des études. La performance passée est un excellent indicateur de la performance future. Donc là, vous me voyez venir, comment je vais sélectionner les actions sur lesquelles je vais investir dans les mois qui viennent. Ces deux indicateurs-là, ils vont être majeurs, ils vont être clés. Et ensuite, j'ai voulu quand même combiner avec un petit peu quelques indicateurs techniques, fondamentaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai un indicateur qui est calculé sur le price-earning ratio de l'action, un autre qui est calculé sur le free cash flow, et un autre qui est calculé sur l'écart de la marge entre l'année N et l'année N-1. Par contre, on voit qu'ils sont bien moins corrélés. Alors, ils ont une corrélation positive, mais très faible comparé aux deux autres. Donc, dans mon score final, ils ont un poids faible. Le poids majeur, évidemment, je l'accorde à mes deux indicateurs techniques magiques, là, qui ont une corrélation de 8, 0,8. Et à la fin, je fais donc la moyenne pondérée, comme je viens de le dire ici, et j'obtiens un score. Donc si je trie mes lignes en décroissant, j'ai les scores les plus hauts au début, et donc ça c'est mon jeu d'entraînement, mais j'ai quelques données quand même, voilà, c'est mon jeu d'entraînement et que des données passées, et ça nous permet de vérifier si ça marche ou pas. Donc de toute façon on voit bien qu'à la fin mon score il a une corrélation presque de 0,8, et donc ça veut dire qu'il est très très efficace, en tout cas sur ce jeu de données. Quelques exemples, là par exemple, alors je peux même prédire, bon ça c'est pareil, ça prend avec beaucoup de pincettes, mais je peux estimer une performance sur le futur, et on peut comparer avec le réel. Donc là par exemple, j'ai une perf de plus 189 sur Nvidia, j'avais estimé 159, plus 500 à 9 mois, j'avais estimé plus 200. Bon ça c'est des cas extrêmes. Si je prends par exemple LVMH le 25 janvier 2023, donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant imaginez-vous qu'on avait ça, et que le 25 janvier 2023, je rentre toutes les infos que j'ai sur LVMH, c'est des infos disponibles, données financières, calculer le MAD, comme on a vu tout à l'heure, regarder sa perf des 6 derniers mois, des 9 derniers mois, j'ai toutes les infos, je les saisis dans mon petit tableau, mon score se met à jour, et il m'aurait donné un score de 0,43. Eh bien, ce score de 0,43 me disait que il estimait plus 39% à 3 mois, plus 40% à 5 mois, et plus 70% à 9 mois. Et il se serait trompé uniquement sur 9 mois. En général, plus on va vers le futur, plus on s'éloigne, plus la probabilité baisse que ça réussisse. Voilà, j'ai fait exprès de prendre un exemple qui perd à 9 mois. Par contre, on voit que c'est intéressant. À 3 mois, j'ai eu effectivement 31,8%, là où j'avais prévu 39%, et 27% à 5 mois, là où j'avais prévu 44%. En tout cas, c'était bénéficiaire dans ces deux cas-là. Donc après, on peut imaginer des choses. Moi, je suis parti sur la stratégie de vendre 50% de la ligne à 3 mois, 25 à 5 mois et 25 à 9 mois. Et si jamais la ligne est déficitaire, ce qui va très certainement arriver à certains endroits, ça ne va pas marcher tout le temps, je la vendrai complètement au bout des 9 mois pour réallouer le capital ailleurs.
Voilà, donc ça c'est le principe. Quand j'ai des nouvelles données, alors là par exemple, j'ai mon petit screener avec tout plein d'actions sur lesquelles je calcule les fameuses perfs à 3 mois et à 6 mois dans le passé, je fais une moyenne, je trie là-dessus, j'obtiens un top, et ce top, ça me permet ensuite d'aller sélectionner ces valeurs, de calculer leur MAD, etc., et de les faire entrer. Donc là, je vous donne en exclu, si vous voulez tenter le coup tranquillement et sagement avec une petite poche, les valeurs là pour septembre, pour le prochain DCA que je vais faire, tous mes DCA vont avoir une partie là-dessus. Eh bien, il y a des choses intéressantes qui viennent de rentrer, notamment, et vous allez voir, on va conclure la vidéo là-dessus, on va regarder les indicateurs des actions, vous allez voir que ça saute aux yeux, qu'il se passe des choses sur ces actions-là. Et jamais de la vie, j'aurais pu les détecter autrement, en fait. C'est ça que je trouve vraiment super intéressant, cette approche complètement factuelle, complètement objective. Il n'y a aucun a priori là-dedans. Il n'y a pas de « oui, j'ai la conviction que la thématique machin va marcher ». Non, on oublie tout ça, on regarde les chiffres. Et donc là, j'ai ADMA Biologics, Kingstone et Innodata. On va regarder ces trois-là. Bon, il y a aussi Carpenter qui est assez intéressant, c'est un industriel, j'ai découvert comme ça, qui fabrique vraiment des matériaux pour les industriels. Mais par exemple, on va regarder ADMA Biologics. Donc vous voyez qu'elle est à 144% de perf moyenne sur les 6 derniers mois et 3 derniers mois. J'ai rentré les données pour avoir son score. Et donc, ADMA Biologics, si on regarde, alors elle a un MAD de taré, 1,87, et elle a un score de 0,8, ce qui est énorme. J'ai oublié de vous montrer quand même un petit graphe qui est très intéressant à regarder. C'est celui-là. Chaque point, c'est une ligne de mon tableau, avec son score ici, et sa performance. Et donc on voit que ça marche bien. On a une belle droite, on a les points qui sont bien agglutinés au niveau de la droite. Évidemment, plus je vais vers la droite, moins j'ai de points, parce que c'est les cas extrêmes, mais on voit que c'est très intéressant. Ça permet de déterminer, dans mon exemple, le seuil de 0,42. Alors si je suis à 0,42, j'ai quasiment que des points positifs. Donc c'est très intéressant, et c'est pour ça, moi, je ne vais pas investir sur un score inférieur à 0,42. Vous voyez, encore une fois, de manière ultra objective, déterminer des critères sur lesquels vous n'avez pas d'opinion, qui sont vos critères rigoureux de sélection. Donc je vais vraiment rentrer dans ce mode-là. Alors là, pour le coup, c'est du cold invest à 100%. Il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de conviction. La seule conviction, c'est la conviction des données. Voilà. Donc 0,42, c'est un score très intéressant. Et là, par exemple, si je prends ce point, vous voyez, il avait un score de 0,65 et il a fait plus 150%. A l'inverse, vous voyez que si je suis dans les scores inférieurs à 0,3, j'ai beaucoup de probabilité de perdre. Voilà, par exemple, lui, il était à 0,34 et il faisait moins 23. Donc, si je reviens sur mon petit exemple, 0,8 pour ADMA Biologics. Donc, en fait, pourquoi il a 0,8 ? Parce qu'il a le plus haut ratio MAD du jeu d'entraînement. Et il a la plus haute moyenne de perf passée du jeu d'entraînement. 283% la moyenne sur le passé, donc c'est quand même énorme. Donc il se passe quelque chose sur cette action. En prévision, forcément, mon modèle prévoit un énorme gain. Alors, on verra si ça s'avérera ou pas, mais si je vous montre l'action, vous allez tout de suite voir qu'il se passe un truc de fou là. Voilà, ADMA Biologics, on a eu une Golden Cross en novembre, c'est monté tranquillement, et depuis mai 2024, ça s'enflamme. Ça s'enflamme, là il y a plein d'actionnaires qui se disent que c'est vraiment une super action. Alors, en dessous, on a un indicateur de surachat et de survente. Quand on est dans le vert, on est en surachat. En général, quand on est dans le vert comme ça redescend derrière. Bah là, il y a vraiment... Alors, il y a eu une petite décompression ici en août, pendant la petite crise d'août, mais finalement, ça n'a pas tant baissé que ça, et puis ça a repris de plus belle. Donc voilà, on voit aussi que le cours est nettement au-dessus de la moyenne court terme, donc la tendance a l'air vraiment très très bonne là. Il se passe clairement quelque chose. Alors là, on a peut-être des news. Voilà, ADMA Biologics atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires. Donc il se passe un truc, donc moi clairement en septembre, je vais mettre une ligne sur ADMA, parce que là ça valide tous mes critères, score de 0,8, là j'ai même pas le droit de ne pas le faire, on va dire.
On va regarder également vite fait Innodata, qui a un score de 0,58 chez moi. Donc je pense que dans mes prochaines vidéos, j'utiliserai mon petit score, et ça nous fera une sorte de référent intéressant. Et puis si vous me suivez, si vous êtes parmi les quelques petits abonnés qui me suivent, eh ben peut-être vous pouvez jouer un petit peu avec moi sur ce mode-là, et qui sait, peut-être que ce sera intéressant. Donc Innodata. Alors Innodata, sur le Nasdaq, c'est une société de services informatiques. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que ça nous amène dans des secteurs qui sont pas forcément les mêmes. Voilà, on avait une biotech, on a un service informatique, pareil. Vous voyez, on est dans le vert là. On a une Golden Cross, nécessairement, hein, sinon on n'aurait pas un indicateur MAD aussi positif que ça, depuis le mois de mai. Et il y a effectivement une belle tendance qui s'ouvre. Voilà. Alors je vais vous montrer quand même historiquement, si vous regardez Nvidia, voilà, les zones vertes, hein, c'est les zones où le MAD est dans les valeurs qui m'intéressent. Si vous regardez dans le passé, eh ben, effectivement, hein, là on avait une zone, on a un cours qui monte, là il a fallu peut-être un peu plus de temps, mais ça a été le cas, et là ça a continué, ça a continué. C'est peut-être un cas un peu extrême, mais voilà, moi j'ai checké énormément de valeurs, et puis cette étude déjà nous dit que ça fonctionne dans énormément de cas. Voilà, NVMe, dont j'avais fait une vidéo avant l'été, ben voilà, elle avait une zone également avec un MAD élevé. Et donc on va voir d'ici 6 mois si ça se révèle. Et puis pour terminer, on va regarder Carpenter. Carpenter, qui est donc un industriel qui traite qui fait des alliages, qui fournit les constructeurs automobiles, l'aéronautique. Pareil, je connaissais pas cette boîte, j'ai découvert grâce à ça. Et là aussi, très belle tendance. Hein, regardez les actions qu'on découvre en partant sur ces critères. C'est quand même, là, pour faire du trading, je pense qu'on est vraiment sur des très bonnes bases. Trading, en plus, ce qui me plaît dans cette stratégie, je conclurai là-dessus, j'aime pas du tout, enfin, je suis pas du tout en affinité avec le trading, vraiment à court terme, intraday, etc. C'est pas du tout mon truc. Et je suis plutôt long terme de philosophie, et là, j'ai trouvé un juste milieu avec du trading qui se joue en mois. Et donc, la logique, ce serait d'allouer tous les mois à peu près la même somme à cette stratégie-là, en étant raisonnable, en étant prudent, en étant d'accord pour perdre cet argent éventuellement, mais tous les mois à peu près la même somme, sur les indicateurs chaque mois qui valident ces conditions-là, et comme ça on a un roulement, et à partir de 6 mois, à partir de 3, 4, 5 mois, on rentrera dans une phase où il y aura des choses à vendre, tous les 3, 4, 5 mois, et des choses à acheter, et ça fonctionnera un petit peu comme ça, une forme de cycle. Donc ça c'est un petit peu l'objectif. Voilà, Carpenter qui a déjà eu une phase où son MAD était élevé, et là ça fonctionnait bien. Là on voit qu'on était en juin. Là par exemple ici j'étais le 29 mai. Juin, juillet, août, on va arriver au 29 août, et on peut faire le test, voilà, puisque 3 mois c'est a priori la période court terme où l'indicateur fonctionne bien statistiquement. Après ça peut fonctionner 6 mois, 9 mois, ils disent même que parfois jusqu'à 1 an il continue d'être performant l'indicateur. Mais là, par exemple, voilà, j'avais fait 27%. Donc là, si j'avais été dans ce cas-là, j'aurais vendu 50% de la ligne. Je faisais presque un tiers de perf dessus. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vidéo un petit peu fourre-tout, pas spécialement préparée, mais je pense avec du contenu intéressant. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez l'occasion, lisez ce livre. C'est vraiment une pépite. Et ça va clairement enrichir votre vision des choses, et notamment sur les placements boursiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, de mettre un like, de vous abonner. Ça m'aide, la chaîne vient de démarrer et j'ai besoin un petit peu de votre support pour continuer à faire des vidéos. Allez, merci, à plus, et n'oubliez pas qu'il faut faire les placements financiers avec prudence. À bientôt.